Professeur Darip Longueville, vous êtes une spécialiste en psychosociologie du comportement et vous allez nous parler un petit peu des freins à l'activité physique, hein, parce qu'il y a des freins, et surtout nous donner des conseils pour que cette volonté que l'on a tous, on a tous voulu bouger, on veut tous bouger, mais soit on arrête très vite, soit on n'y va pas, enfin voilà. Il faudrait qu'à l'issue de vos 12 minutes de parole, nous ayons tous convaincus et que nous y allions tous et que nous n'arrêtions plus. C'est un petit challenge, non ? Pas de problème, on va essayer. Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, tout d'abord, un grand merci à A2S pour cette invitation et puis vraiment bravo pour cette initiative sur le sport santé en région PACA, à laquelle le laboratoire LAMES donc, est ravi de contribuer. Alors, il est vrai effectivement que la pratique régulière et durable de l'activité physique est une problématique qui nous interpelle tous un peu à notre niveau, hein, que l'on soit pratiquant ou non pratiquant. Et effectivement, c'est une problématique à laquelle on s'intéresse dans notre laboratoire de recherche. Alors, dans le cadre de cette courte présentation, je vais essayer d'aborder avec vous 3 points essentiels. Tout d'abord, les principales barrières à l'activité physique et un petit peu les mécanismes explicatifs qu'il y a derrière. Ensuite, eh bien, les stades de changement vers un nouveau comportement, si possible physiquement actif, et donc les différents facilitateurs de l'engagement dans l'activité physique qui, on le verra, donc, sont à envisager à différents niveaux. Alors, dans la population générale, les barrières à l'activité physique, en fait, relèvent essentiellement de 3 catégories. Alors, tout d'abord, il y a des barrières qu'on dit environnementales ou logistiques, qui font référence à des raisons du type pas le temps, trop loin, ou également des contraintes financières. Ensuite, on a des barrières d'ordre psychologique qui, elles, font référence à des raisons liées à la motivation, ou plutôt à l'absence de motivation, ou à l'absence de confiance en ses possibilités de faire de l'activité physique. Et enfin, il y a des barrières dites physiques qui, elles, font référence à des limitations fonctionnelles et, par exemple, à la fatigue. Alors, quand on regarde ces barrières dans des populations spécifiques, comme par exemple les seniors, eh bien, on va retrouver ces 3 grandes catégories, mais avec effectivement des colorations particulières, justement liées à l'avancée en âge, avec par exemple l'apparition de certaines douleurs ou leur corollaire au niveau psychologique, comme par exemple la peur de chuter ou encore la peur de sortir de chez soi. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ces barrières psychologiques tirées de travaux du laboratoire. Donc, par exemple, des barrières relatives au manque d'intérêt pour l'activité physique. Eh bien, le sport, c'est pour les jeunes. L'activité physique, ce n'est plus de mon âge. Un autre exemple de barrière relative au manque de confiance dans ses capacités. Quand on est vieux, on ne peut plus se bouger autant, on n'est plus capable de faire de l'activité physique, jusqu'à effectivement des barrières liées au risque que pourrait revêtir l'activité physique pour sa santé, avec effectivement la peur, je vais y arriver, la peur effectivement d'avoir davantage de douleurs ou d'être encore plus fatigué à cause de l'activité physique. Alors, lorsque on a effectivement une pathologie particulière, eh bien, ces barrières vont être d'autant plus accentuées. Donc là, je vais vous donner notamment un exemple de barrières qui caractérisent les personnes touchées par le cancer, chez lesquelles, effectivement, on va retrouver encore une fois ces 3 grandes catégories de barrières, mais là encore avec une coloration principale. Alors vous vous en doutez, hein, lorsqu'effectivement on a une certaine pathologie, sur le plan effectivement physique, eh bien, on va avoir eh bien, des barrières particulières liées aux symptômes de la maladie d'une part, mais également aux effets secondaires des traitements. Sur le plan psychologique, ce qui est intéressant de souligner au-delà de tout ce que j'ai dit déjà jusqu'à présent, c'est également le fait qu'on internalise un statut de malade qui est peu compatible avec l'idée de mouvement.
Donc effectivement, ce qui est important, c'est que dans notre société actuelle, eh bien, il existe un certain nombre finalement de stéréotypes liés non seulement au vieillissement, mais également au statut de malade, donc aux maladies, qui, lorsqu'on les internalise tout au long de la vie, eh bien, effectivement, il va y avoir un certain impact au niveau des perceptions que l'on a de nous-mêmes. Et ce qui est important, c'est que ces perceptions de nous-mêmes vont également impacter, alors d'une part, nos comportements d'activité physique, ou plutôt d'inactivité physique, comme le démontre très bien la thèse de Mélanie Émile, par exemple, mais aussi plus largement la santé fonctionnelle, et y compris l'espérance de vie, comme c'est très bien démontré dans l'étude de Becca-Lévy. Alors, du coup, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que malgré tout, on n'a pas sur le dos tous les mêmes barrières, effectivement, heureusement, et qu'il y a un certain nombre, effectivement, de différences entre les personnes qui, effectivement, je vais y arriver, ont sur le dos de nombreuses barrières à l'activité physique et qui regardent l'activité physique de très loin, donc qui sont dans un mode pré-réflexif ou qu'on dit aussi pré-contemplatif, jusqu'à effectivement des gens qui sont engagés durablement dans l'activité physique et qui, bien sûr, ont dépassé ces barrières-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il existe un certain nombre de stades par lesquels, effectivement, on peut cheminer grâce à un accompagnement psychosocial et grâce effectivement au travail des intervenants en activité physique adaptée. On pourra éventuellement y revenir tout à l'heure. Alors, les facilitateurs de l'engagement, eh bien, ils sont en fait pluriels. Et comme effectivement ça a été souligné tout à l'heure par Martine, donc dans le cadre effectivement de ce schéma sur les déterminants de santé, on voit effectivement qu'on a des leviers à différents niveaux, aussi bien au niveau des facteurs qui touchent à l'individu, au niveau de son environnement et plus largement au niveau des facteurs politiques et sociétaux. Et donc ça, sur le plan théorique, ça nous amène effectivement à envisager les interactions qu'il peut y avoir entre ce qu'on appelle les modèles socio-cognitifs qui s'intéressent justement au fonctionnement de l'individu et puis à ce qu'on appelle les modèles écologiques, c'est-à-dire les modèles qui s'intéressent à l'action de l'environnement sur les individus. Alors très concrètement, par exemple, pour agir au niveau individuel, eh bien, le plus simple, c'est de travailler sur des messages de santé pour faire évoluer les attitudes des personnes vis-à-vis de l'activité physique, par exemple en mettant en avant les bénéfices, bien sûr, de l'activité physique et en minorant ou en faisant diminuer les risques perçus. Et puis un autre moyen, c'est de travailler aussi sur la perception d'accessibilité de l'activité physique pour les personnes, eh bien, en les identifiant à d'autres personnes. Donc concrètement, on peut par exemple utiliser bien évidemment des messages de santé par les professionnels, et c'est d'actualité bien évidemment avec la loi santé sur le sport sur ordonnance. Et de manière complémentaire, on utilise aussi ce qu'on appelle la communication. Décidément, je ne suis pas très forte avec le pointeur. Je vais y arriver. On utilise aussi la communication narrative, donc qui, elle, fait référence à l'utilisation de ce qu'on appelle des pairs ressources, c'est-à-dire des gens qui nous ressemblent et qui permettent justement une bonne identification, c'est-à-dire en gros, si cette personne-là le fait, eh bien moi, je suis capable aussi de le faire. Voilà. Donc, d'une manière plus générale, on essaye aussi, dans le cadre effectivement de la motivation à l'activité physique, de jouer sur ce qu'on appelle des besoins fondamentaux, qui sont de 3 ordres. Ce qu'on appelle le besoin de compétence, le besoin d'affiliation et le besoin d'autonomie. Alors, le besoin de compétence, comme son nom l'indique, eh bien, il fait référence à la confiance que l'on peut avoir dans nos capacités. Et la meilleure manière d'avoir confiance en nos capacités, eh bien, c'est d'avoir été en réussite antérieure, c'est-à-dire qu'il faut qu'on nous donne à manger des choses que l'on peut digérer. Et là aussi, c'est le travail effectivement des professionnels en activité physique adaptée de proposer des programmes qui soient accessibles.
Ensuite, le besoin d'affiliation, comme son nom l'indique, fait référence à ce qu'on appelle tout ce qu'il y a autour du lien social et du climat de pratique, avec bien évidemment une qualité de relation sociale aussi bien avec le coach qu'avec les autres pratiquants. Et enfin, le besoin d'autonomie, la motivation intrinsèque, etc., fait référence au plaisir que l'on peut prendre dans la pratique. Donc ça a déjà été souligné tout à l'heure dans le cadre de la présentation effectivement de Stéphane, et on voit bien que là, ça trouve un écho sur le plan théorique. Alors, comme je le disais tout à l'heure, au-delà effectivement d'agir directement sur l'individu, on peut aussi agir sur l'environnement. Et là, bien évidemment, on peut aménager les espaces. Donc, il y a un certain nombre effectivement de travaux qui montrent que lorsqu'on aménage les environnements urbains, eh bien, on va favoriser l'activité physique. Donc, il y a quelques années, on avait participé à un projet qui était porté par la ville de Nice, qui s'appelle le projet 4S, dans lequel un parcours de marche avait été fait, il existe toujours d'ailleurs, dans le quartier Saint-Roch, et on avait pu voir effectivement que ça augmentait le niveau d'activité physique des personnes qu'on avait suivies. Et puis, bien évidemment, dans cet aménagement, il y a aussi ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est toute la réflexion sur l'offre adaptée et de proximité en termes donc d'activité physique, et c'est donc le travail de répertoire qui est en train de faire A2S qui, je l'espère, va permettre de favoriser effectivement et de rendre accessible cette offre d'activité. Et puis, j'ai gardé donc le meilleur pour la fin. Stéphane vous en a déjà donné un petit aperçu tout à l'heure. La force effectivement du programme As du Cœur qui vous a été présenté tout à l'heure, c'est qu'il a essayé en fait de répondre à ce qu'on appelle des stratégies complètes, c'est-à-dire des stratégies qui essayent de concilier à la fois une action sur l'environnement et sur les individus, avec bien évidemment une réflexion sur un programme d'activité physique qui soit accessible, adapté. Donc ça, c'est un point très important. Stéphane vous a parlé tout à l'heure aussi d'un certain nombre d'outils qui avaient été conçus de manière spécifique pour favoriser l'adhésion à l'activité physique. Et il faut savoir effectivement que ces outils relativement innovants permettent de déclencher la planification de l'activité physique pour que ça devienne une habitude. Et enfin, eh bien, toute l'intervention qui a été effectivement mise en œuvre avait également pour but de répondre aux 3 besoins fondamentaux que je vous ai exposés tout à l'heure, donc centré sur le plaisir, centré sur le sentiment de compétence, sur le lien social et avec effectivement une autonomisation progressive. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je remercie également toutes les personnes qui ont contribué Merci infiniment. À cette présentation. Donc on va voir maintenant, vous pouvez nous rejoindre un petit temps de débat. Et pendant que vous y êtes, juste une petite question, pendant que les micros passent dans la salle. Vous avez évoqué des barrières. Bon, c'est pas grave. Parmi les barrières, c'est pas grave, prenez ce micro, le temps que ça rejoigne. Vous avez parlé de plusieurs barrières psychologiques, mais je ne sais pas si c'est volontaire parce qu'il y a des médecins parmi nous. Vous n'avez pas parlé du travail de sape un petit peu des médecins qui longtemps disaient reposez-vous, détendez-vous, ménagez-vous, etc., qui n'ont pas présenté l'activité physique comme quelque chose de positif. Vous n'avez pas évoqué ça? Oui, en fait, j'ai essayé de l'évoquer, alors peut-être pas exactement en ces termes-là, mais effectivement, j'ai expliqué que pendant longtemps, et c'est très bien que ça change, on associait souvent effectivement la maladie ou l'avancée en âge à la nécessité de se reposer, et que ça, effectivement, ça a pu alimenter un certain nombre de stéréotypes. Et ça a changé je pense que malheureusement, ces croyances sont encore bien partagées et ancrées. En revanche, il faut être optimiste. D'accord. Et je pense que, par exemple, des propositions telles que le sport sur ordonnance, la loi santé, des événements comme aujourd'hui et tous les messages qu'on va pouvoir mettre en œuvre et également les actions vont à long terme, en tout cas c'est le vœu qu'on peut avoir, vont progressivement pouvoir faire évoluer ces représentations. Merci. Alors, à présent à vous, vous avez le micro, il y a 2 micros qui circulent dans la salle, levez simplement le doigt et on vous l'amènera. Ne soyez pas intimidés.
Sinon, moi, je suis capable de poser 15 questions d'affilée. Monsieur, bravo, vous êtes le premier. Je ne sais pas où est le micro, mais il arrive tout de suite. Monsieur, si vous pouvez vous présenter. Alors, je vais demander des questions un peu courtes et des réponses tout aussi synthétiques. Monsieur Rivière va être furieux contre moi. Mais allez-y, monsieur. Moi, je voudrais juste savoir, on nous dit qu'il faut faire du sport, c'est vrai que c'est bien, mais à l'heure actuelle, il y a des choses qui me choquent, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus sur des terrains de sport des jeunes de 22, 25 ans tomber avec des arrêts cardiaques, avec des choses comme ça et tout. Donc, est-ce que le sport pratiqué à haut niveau, est-ce que c'est pas trop dangereux non plus? Le sport à haut niveau, est-ce que c'est dangereux? Qui veut répondre? J'imagine que je... On va peut-être pas être d'accord avec Stéphane Diagana. Le sport pratiqué à haut niveau présente en effet des dangers. Il présente des dangers cardiovasculaires et des dangers traumatiques. Et il existe une médecine qui s'appelle la médecine du sport, où on fait des tests, des examens, des suivis des sportifs pour leur permettre de faire de la compétition, parce que c'est leur choix, en préservant au maximum leur santé. Donc c'est vrai que le sport de très haut niveau, en effet, peut être dangereux pour la santé, et c'est la raison pour laquelle il y a un suivi médical réglementaire des sportifs de haut niveau pour voir si, oui, à un moment donné, il ne faut pas les arrêter. Mais excusez-moi, ce que sous-entend le monsieur dans sa question aussi, même Stéphane va peut-être compléter, c'est est-ce qu'on ne se met pas en danger, nous, avec vos recommandations? Oui, mais nos recommandations, ce n'est pas du sport de haut niveau. Je vais laisser passer Martine. Hein. Ah ben... Et les études mais pour nous, c'est peut-être du haut niveau. Non. Les études montrent même que quand on fait les recommandations sur la courbe relation dose-effet, que les gens qui font jusqu'à plus de 10 fois les recommandations, donc 6 à 8 heures par semaine, donc les gens tout venant, nous, vous, le risque de mortalité est significativement diminué par rapport aux gens qui font rien. Donc il vaut mieux en faire un fait, plus c'est efficace. Et je rajouterais que les mortalités, les morts subites sur le terrain avant 30 ans, c'est des maladies génétiques. C'est des gens qui avaient des malformations congénitales. Et le risque, et justement l'intérêt de la médecine du sport, c'est de dépister via des échographies spécifiques faites par des médecins du sport à des échographes spécialistes, ces anomalies cardiaques. Donc c'est deux phénomènes tout à fait différents. Très bien. Ça a le mérite d'être clair. Stéphane Diagana, vous voulez peut-être compléter la réponse? Oui, et puis je pense qu'il faut considérer l'activité physique, dont le sport est une des formes, comme un principe actif d'un médicament. Il y a toujours un dosage, il y a toujours une prescription. Et si on dépasse la dose d'un médicament qui peut vous sauver la vie, il peut devenir poison et vous tuer. Donc, dans l'activité physique, oui, c'est vrai. Et sur des terrains fragiles, qu'on n'arrive pas à détecter malheureusement parce que le suivi médical n'est pas suffisamment présent partout pour certains sportifs qui sont sur des épreuves, des sports intenses. Oui, après, si je dois prendre sur le cas de ce que j'ai connu, sur le plan cardiovasculaire, globalement, tous les athlètes que je connais, je pense qu'ils ont tiré bénéfice. Certains, sur le plan mécanique, c'est un peu comme une voiture, il faut voir le moteur et puis les pièces. Parfois, au niveau tendineux ou au niveau genou, au niveau articulaire, il peut y avoir des problèmes, mais globalement, sur le plan cardiovasculaire, même sur des pratiques de demi-fond que j'ai pu connaître, sur les pratiques et des sports aérobie, il y a peu de problèmes connus, une fois de plus, quand on écarte les problèmes existants pour des raisons génétiques notamment. Très bien. D'autres questions dans la salle? Oui, madame, ça arrive tout de suite. Merci. Merci, bonjour. J'aurais aimé savoir quel était le moment le plus adapté dans la journée pour faire une activité physique. Bonne question. Est-ce qu'il y a une période de la journée plus propice? Quand on a le temps, déjà. Hein. Donc il faut le trouver. Alors, on va faire l'inverse. Quel est le moment le plus inadapté pour en faire? C'est-à-dire tout de suite, juste après le repas. Ça, c'est pas le bon moment. Pour certaines personnes qui éventuellement ont du mal à trouver le sommeil en faisant de l'activité physique, c'est le faire très tard le soir en rentrant du travail. Donc, en fait, on l'a dit et ça a été dit dans la dernière intervention, ce qu'il faut, c'est mettre l'activité physique dans son comportement de vie habituel. Quand on veut, on peut. Mais si elle est dans un environnement, par exemple, pollué, madame,
pense peut-être aller courir sur la promenade, puisqu'on a 2 pas, en pleine journée, au moment où il y a plein de voitures. Est-ce qu'on a quand même des avantages? Ou à marcher sur la promenade? Il a été montré que de faire une activité, même faire une activité sportive, je dirais même intense, je veux dire aller courir, on va prendre l'exemple, aller courir sur, alors ça n'a pas été fait à Nice, mais ça a été fait à Paris ou dans d'autres villes polluées, lors d'un pic de pollution, sauf si on est asthmatique ou insuffisant respiratoire. Mais si on n'est pas asthmatique, les bénéfices de 30 minutes ou d'1 heure d'activité physique sont meilleurs que le risque de ne rien faire et les risques liés à la pollution, à un pic de pollution. C'est publié, c'est démontré. Mais on peut aussi réfléchir, une fois de plus, c'est les grandes études, après on adapte à soi-même, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Bien sûr. Si vous avez la possibilité d'aller faire un jour où il s'est totalement pollué, d'aller courir ailleurs que sur un endroit pollué, vous pouvez aller monter, aller 10 minutes plus loin ou faire quelque chose en salle, choisissez la salle. Mais en tout cas, il est bien démontré que faire 30 minutes d'activité intense lors d'un pic de pollution, sauf si vous êtes insuffisant respiratoire ou allergique, c'est plus efficace que les effets négatifs pour votre santé d'un pic de pollution. Très bien, c'est clair. Mademoiselle ou madame qui êtes là? Merci, bonjour. Si ça vous ennuie pas de vous lever, comme ça tout le monde vous voit et en plus c'est bon. J'aurais une question au médecin de Toulouse qui a visiblement formé des médecins traitants pour la prescription. Est-ce que vous pouvez nous aider sur comment orienter les médecins traitants sur la prescription? Je n'ai pas entendu la fin de la question. Oui, moi non plus, je suis désolée. Comment aider les médecins traitants à prescrire l'activité physique? Alors, la mise en œuvre, en fait. En fait, il y a 11 ans maintenant, un réseau qui s'appelle les Formip, dont le but était de former en même temps, pour qu'ils parlent le même langage, les médecins et les professionnels du sport qui prennent en charge. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte, et Martine Ducot ne dira pas le contraire, enfin, j'espère, que dans l'enseignement en médecine, on n'apprend pas du tout aux médecins à prescrire l'activité physique, ni même à donner des conseils d'activité physique. Donc les médecins voulaient prescrire, mais ne savaient pas le faire, et ils ne savaient pas à qui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, adresser les patients. Et nous avions en face des professionnels du sport qui voulaient bien prendre en charge les patients, mais qui avaient peur de faire des bêtises ou de prendre des risques, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc nous avons une formation sur 2 jours, où on explique aux uns comment prescrire, aux autres comment adapter, puis ensuite 3 formations continues dans l'année, où on prend des cas cliniques, un petit peu comme ça a été l'exemple des pères, où il y a des témoignages de personnes qui disent, voilà moi ce qu'on m'a prescrit, comment j'ai réussi à le faire, etc. Merci beaucoup. Alors, 2 dernières questions, j'en suis désolée, madame, et puis juste devant. Oui, donc sur la même thématique, je voulais vous demander ce que vous pensiez justement du fameux certificat médical qu'on demande à la rentrée dans tous les clubs pour avoir une licence ou pour pratiquer du sport, quoi. Donc une non-contre-indication à la pratique de tel sport. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport justement à ce que vous avez indiqué, que même si on pratique 8 fois ou 10 fois plus que ce qui est préconisé, finalement c'est mieux que de ne rien faire. Oui, c'est ça. Donc pour moi, il y a une espèce de flou, de paradoxe, et je voudrais avoir votre point de vue. Alors Docteur Elia, une réponse courte. D'une part, le certificat médical de non-contre-indication est en pleine réforme, c'est-à-dire que dans la majorité des sports, jusqu'à maintenant c'était tous les ans, maintenant dans la majorité des sports ce sera tous les 3 ans, d'une part, mais surtout le certificat de non-contre-indication était nécessaire pour obtenir une licence dans un club pour faire théoriquement de la compétition. Donc on ne va pas forcément chez des patients faire un certificat de non-contre-indication, on fera plutôt un certificat de limitation d'aptitude. Merci. Non, je suis désolée, mais je crois que madame aimerait bien préciser, mais vous l'apprendrez un petit peu à part après, parce que nous sommes un petit peu pressés par le temps, j'en suis désolée, on me pressurise avec la dernière question très brève. Madame, je vous promets que je le retiens pour vous. Alors, je pense que je vais un peu alimenter le débat avec ma question, mais donc Jean-Baptiste Durotte, je suis intervenant dans le domaine de l'activité physique, et c'est vrai que là, c'est une période électorale.
Bon, voilà, avec une campagne qui est assez mouvementée. Aujourd'hui, comment expliquez-vous que les thèmes, je dirais, du sport et de l'activité physique soient assez absents des débats? Et comment vous l'expliquez? Et est-ce que vous avez des préconisations à nous faire? Mais vous n'êtes pas responsable, hein, vous pouvez répondre, vous y êtes pour rien, mais effectivement, pourquoi n'avez pas vous fait un peu plus de lobbying? Parce que les effets de l'activité physique, c'est des effets quand même sur le long terme, et qu'une campagne, on sait que la demi-vie politique d'un politique, c'est 12 à 18 mois. Voilà, donc ça se... Non, mais ça se... Mais juste un mot quand même, la prévention est un peu plus au programme, je ne veux pas les défendre, mais un peu plus au programme. Absolument. Santé on commence à en parler, enfin je veux dire... Le professeur Rivière comme moi, le professeur Rivière quelques années avant moi, enfin le précurseur c'est quand même Daniel Rivière, hein, c'est pas moi, en France. Mais ce que je peux dire, c'est que depuis 2008, enfin depuis longtemps, nous on s'intéresse à l'activité physique santé. Et je dis Daniel bien avant moi. Et on n'en parlait pas du tout avant. Et depuis 2008, l'expertise INSERM, je veux dire, les choses évoluent à une vitesse pour nous. On en parle dans les instituts scientifiques, en parlent. L'INSERM, l'INRA, etc. Les politiques en parlent. On a une loi qui met l'activité physique comme une prescription médicamenteuse ou non médicamenteuse. Mais enfin bon... Parce qu'il y a de l'argent à gagner, ça va peut-être les bouger. Oui, hein. oui. Non, vous avez ça n'avance jamais assez vite, mais je peux vous assurer que c'est une révolution. Très bien. J'ai vu que le micro est parti quand même, donc la toute dernière question. Oui, je voulais parler au niveau de vos réflexions scientifiques, c'est très bien, mais je pense qu'il y a un critère important, c'est l'éducation alimentaire. Par rapport aux activités physiques, je pense que c'est très important. Oui, vous avez Et raison. on n'en a pas parlé. Est-ce que vous dissociez complètement? C'est vrai que vous avez parlé d'activité physique, à aucun moment vous n'avez parlé d'alimentation, et ça peut surprendre, effectivement. Je vais oui, vous d'accord, répondre. vous n'aviez que 13 minutes, mais vous auriez pu consacrer une petite Je vais vous seconde. répondre en prenant les choses à l'envers. C'est-à-dire que le programme national nutrition santé, dans son nom, ne parle pas d'activité physique. Donc il existe, lui, depuis 15 ans. Donc cette fois-ci, on a décidé de parler d'activité physique. Et je vais vous reprendre avec la même évidence, parce que quand j'avais parlé du programme national nutrition santé avec le professeur Herzberg, qui est nutritionniste, il m'a dit, comment ça, quand on dit nutrition, on dit activité physique. Quand on est nutritionniste, on parle de calories in et de calories out. Donc forcément, on pense activité physique. Donc nous, quand on parle d'activité physique, forcément, on parle nutrition. Voilà. Non, mais ce que vous observez, c'est peut-être juste un point pour être clair. Ce que vous observez ici, c'est dissocier des problèmes de poids complètement. Mais lorsque vous évoquez ces résultats scientifiques, vous parlez de purement... Oui, non, mais la nutrition, physique. bien sûr, a son rôle, mais j'en ai parlé quand j'ai parlé du PNNS, la nutrition a son rôle, mais je crois que c'est tellement évident qu'on avait un temps pour parler de l'activité physique, c'est tellement évident pour beaucoup qu'il faut prendre en compte la dimension nutritionnelle. Mais voilà, aujourd'hui c'était l'activité physique, mais bien sûr que la nutrition est importante. Tous les effets qu'on a montrés ici sont les effets de l'activité physique. Si en plus vous avez une alimentation équilibrée, vous avez encore des effets de prévention supplémentaires. En fait, j'avais une diapo en plus qui montrait que l'activité physique c'est bien, mais si vous rajoutez la nutrition, c'est encore un effet supplémentaire. Si vous arrêtez le tabac, vous avez encore un niveau de nutrition de prévention supplémentaire. Odile, il me supplie une demi-seconde en plus, qu'est-ce que je fais? Juste quelque chose qui est très important pour les médecins du sport et les physiologistes de l'exercice. On associe toujours alimentation et activité physique, et la plupart du temps, on croit que l'activité physique ne joue en termes d'effets bénéfiques que parce qu'elle dépense des calories, et donc c'est de la nutrition. Attention, l'activité physique a des effets sur la santé par elle-même. Ce n'est pas la nutrition qui va augmenter le nombre de neurones de l'hippocampe de la souris. C'est l'activité physique par elle-même. Alors on ne les dissocie pas, je suis entièrement d'accord, mais l'activité physique n'est pas qu'une dépense de calories. C'est bénéfique par elle-même. Merci infiniment, on vous applaudit tous les quatre pour votre intervention.